L'aura entourant le festival Woodstock 99 est de nature bien différente en fonction de si on l'a vécu ou pas. Les fans de néo-metal, trop jeunes pour y avoir assisté à l'époque, le considèrent comme l'apogée de leur sous-genre préféré et regardent encore aujourd'hui avec nostalgie les prestations devenues cultes que Limp Bizkit ou Korn y ont données. Ceux qui l'ont vécu par contre ont en mémoire 3 jours d'enfer dans la crasse extrême et le chaos le plus total, à milieu de l'esprit Peace and Love de l'édition de Woodstock 69 à laquelle il était censé rendre hommage. Ça, c'était un avant-goût de la vidéo du jour, et moi, c'est Nelly. Ici, je poste à raison de 2 fois par mois des vidéos traitant le plus souvent d'affaires criminelles, en lien avec les cultures alternatives ou la musique, parce que c'est ce dont j'aime le plus parler. Et si ce programme vous intéresse aussi, je vous suggère pourquoi pas de vous abonner. Et vous aurez compris que pour la vidéo d'aujourd'hui, on va plus être dans le côté musical des choses. Ça faisait longtemps, c'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis très longtemps sur la chaîne. Eh bien, nous y voilà. Je me suis dit que le début de la saison des festivals d'été était une bonne occasion d'en parler. Mais avant de nous lancer dans la vidéo, laissez-moi vous parler quelques instants de notre sponsor du jour, Certideal, l'expert français de reconditionnement de smartphones qui ne met pas seulement le prix en avant, mais surtout la confiance. Ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est de faire des concerts et de filmer, de prendre les plus belles photos possibles de mes groupes préférés depuis la fosse. Là bientôt, c'est le Hellfest et je vais y voir pour la première fois mon groupe préféré, Bring Me The Horizon, et je compte bien ramener des souvenirs. Alors sur Insta, sur TikTok, quand je vois des vidéos vraiment incroyables, je demande avec quel téléphone ça a été filmé et souvent on me répond avec l'iPhone 16 Pro. Bon c'était décidé, j'en voulais un depuis un moment et c'est chose faite et sans payer plein pot grâce à Certideal qui propose une grande variété d'iPhone reconditionnés, y compris des modèles très récents. J'ai choisi le mien en blanc avec le plus gros stockage en état premium, c'est-à-dire qualité impeccable. Et ça pour 860 € au lieu de 1359. Alors je me doute qu'il doit exister encore moins cher, mais j'ai envie de vous dire à quel prix. Ça doit être sur des marketplaces de reconditionnés avec des vendeurs anonymes qui se valent pas tous. Alors que chez Certideal, tout est reconditionné dans leurs propres ateliers en France. Et surtout, vous bénéficiez de 30 mois de garantie et de 30 jours pour changer d'avis. Et grâce aux 32 points de conformité vérifiés en interne avant expédition, votre téléphone sera nickel à réception. En gros, le reconditionner, c'est pas un problème, c'est plutôt une bonne idée. Il suffit juste de choisir le bon acteur et pas le premier venu, juste le moins cher, mais plutôt le plus fiable, y compris à long terme, comme Certideal. Et vous pourrez profiter de 15 € de réduction sur votre commande grâce au code que vous trouverez en description ou en cliquant directement sur le lien au même endroit. Bon, moi j'ai hâte de vous montrer sur Insta les vidéos de malades que je vais prendre avec mon nouveau téléphone. Et je remercie encore une fois Certideal d'avoir sponsorisé la vidéo du jour dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. La première édition du festival Woodstock a eu lieu du 15 au 18 août 69 et reste aujourd'hui une parfaite illustration du slogan hippie Peace, Love and Music. La paix, l'amour et la musique. Même si en réalité, et ça on le sait pas trop, il ne s'est pas passé sans encombre. Les organisateurs ont eu toutes les peines du monde à trouver un emplacement pour la tenue du festival, les mairies des villes qu'ils choisissaient s'y opposant systématiquement. Et c'est pour ça que le festival Woodstock, qui était censé porter le nom de la ville où il se tenait, n'a pas eu lieu à Woodstock, mais à Bethel. Le festival était alors entouré d'une aura incroyable, il était présenté comme un concentré de tout ce que la culture hippie avait de meilleur à offrir, de la détente dans la nature, peu de règles, une idéologie humaniste et pacifiste, de l'amour et de l'union entre les gens. Et surtout un line-up de folie réunissant tous les artistes rock, folk, psyché, blues les plus connus de l'époque. Du coup, le succès du festival a dépassé toutes les prévisions. L'agriculteur qui a accepté de prêter ses terres pour la tenue du festival pensait s'engager à y recevoir 50 000 personnes. On est loin du compte. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a bel et bien 250 000 tickets qui ont été vendus de manière officielle, mais tout a été installé un petit peu à l'arrache avec des barrières de fortune entourant le site. Donc il y a plein de gens qui entraient de manière illégale. Et pour éviter une émeute, les organisateurs n'ont pas vraiment eu d'autre choix que de rendre l'accès
gratuit. Et ça a fait passer la fréquentation de 250 000 à près d'un demi-million. Et la surfréquentation a entraîné de nombreux problèmes. Il y avait une seule route pour accéder au festival. Du coup, très rapidement, il y a eu des embouteillages monstres et les gens, ils en avaient juste marre. En fait, ils descendaient de leur voiture, ils la laissaient sur place et ils se rendaient au festival à pied en abandonnant le véhicule comme ça bloquait tout. Il y a même des groupes qui ont été incapables de rejoindre le site parce que l'accès était bloqué. Pareil pour les camions censés livrer de la nourriture, tout était bloqué, ils n'avaient pas accès, donc il y a eu une grosse pénurie. De manière très peu surprenante, il y avait une consommation massive de drogue, très peu chère et de très mauvaise qualité, et ça a entraîné son lot de problèmes. Il y a eu un grand nombre de bad trips et d'accidents assez graves, surtout aux yeux, parce qu'après avoir gobé leur acide, ils s'allongeaient dans l'herbe et ils s'amusaient à fixer le soleil pendant leur trip. Et dès le premier jour, il y a la pluie qui s'est invitée aussi au festival et tout le monde a fini avec de la boue jusqu'aux chevilles. Il y a même des groupes qui ont refusé de jouer parce qu'ils avaient peur d'être électrocutés tellement il y avait de l'eau partout. Au final, le festival ressemblait surtout à des troupeaux de jeunes défoncés et couverts de boue qui erraient entre les déchets. On déplore même 2 morts, un par overdose et un autre qui a été écrasé par un tracteur alors qu'il dormait dans son sac de couchage. Mais malgré ça, ce qu'on retient aujourd'hui du festival Woodstock 69, c'est quelque chose de beaucoup plus romantique, le symbole ultime de l'ère hippie, la parfaite représentation de la paix et de l'amour, et de nombreuses fois les années suivantes, il y a eu des tentatives de faire revivre l'événement. D'abord en 79 et en 89, mais de manière non officielle, et ça portait même pas le nom de Woodstock, c'était des concerts spontanés qui n'ont attiré qu'une petite poignée de nostalgiques. Woodstock est revenu pour la première fois officiellement en 94 et a rencontré des problèmes similaires à l'original. Les organisateurs n'ont pas retenu les leçons de l'échec précédent. De nouveau, les barrières n'étaient pas assez solides pour contenir les gens qui voulaient rentrer sans payer. Et le festival, au final, a reçu plus de 300 000 visiteurs au lieu des 160 000 prévus. Ça a aussi permis aux festivaliers de faire rentrer illégalement beaucoup de drogue et d'alcool, entraînant tous les problèmes associés, les bagarres, l'ivresse, les bad trips, etc. Et le temps n'a pas été meilleur qu'en 69, la pluie s'est abattue dès le second jour. Tout le monde a fini couvert de boue, mais encore déterminé à s'amuser. Et ce qu'on en retient, ce sont d'immenses batailles de boue. Le festival Woodstock 94 obtient même le surnom de Mudstock. Mud, c'est boue. Et il y a même les membres de certains groupes qui s'y sont mis aussi. Il y a ceux de Green Day et Primus qui sont carrément allés dans la fosse pour faire des batailles de boue avec les festivaliers. Quant à Nine Inch Nails, eux, ils sont montés sur scène couverts de boue et ça a donné des images qui sont cultes aujourd'hui. Malheureusement, on déplore quand même 3 morts, plus de 800 personnes envoyées à l'hôpital et plus de 5000 interventions d'urgence médicale sur le site. Et à cause des gens qui sont rentrés sans payer et qui n'ont pas non plus acheté d'alcool, puisqu'ils pouvaient amener le leur, donc pas besoin d'acheter au stand, eh bien les organisateurs racontent qu'ils n'ont fait aucun bénéfice sur cette édition de 94. Malgré ça, les organisateurs présentent l'édition 94 comme plus ou moins une réussite et s'apprêtent à remettre le couvert pour l'édition qui trouvera sa place dans l'histoire pour toutes les pires raisons, celle de Woodstock 99. Woodstock 99 est censé frapper très fort pour l'anniversaire des 30 ans du festival culte de 69. C'est toujours Michael Lang qui organise et il pense avoir tiré les leçons de l'édition précédente de 94. Cette fois-ci, le mot d'ordre, c'est de faire des économies. L'idée, c'est vraiment de maximiser le plus possible les bénéfices pour compenser l'échec de l'édition précédente. Le festival a lieu dans la ville de Rome, dans l'état de New York, sur une ancienne base militaire désaffectée, la Griffith Air Force Base. Le lieu a été choisi parce que selon les organisateurs, il a 2 atouts majeurs. Déjà, il est pas cher à louer, économie, je vous ai dit, ça va être le mot d'ordre sur toute la vidéo. Mais aussi, le sol est couvert de béton. Donc s'il pleut, comme pendant les éditions précédentes, il n'y aura pas de mare de boue. Mais aveuglés par la course au profit, ils n'ont pas réalisé, ou alors ils ont ignoré, 2 problèmes majeurs. Le premier est de nature éthique, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même un petit peu étrange de fêter la paix, l'unité, l'idéologie antimilitariste sur une base militaire. Mais le second problème aura des conséquences dramatiques. Parce que le béton, ça renvoie beaucoup plus la chaleur et les rayons du soleil que l'herbe et la terre. Et si la température grimpe, l'effet fournaise est garanti. En plus, il y a très peu d'ombre sur le site. Et il va faire chaud, il va pas pleuvoir une seule fois et la température va monter jusqu'à 40 degrés.
Les festivaliers qui attendent immobiles devant les scènes de pouvoir voir jouer leur groupe préféré cuisent littéralement sous le soleil. Et en plus de ça, les deux scènes sont éloignées de près de 4 km, ce qui oblige les gens à marcher sous le cagnard sur de très longues distances plusieurs fois par jour. Quant au terrain herbeux alloué au camping et qui était censé permettre au moins aux gens de se rafraîchir la nuit, il est vite rempli et les gens sont obligés de monter leur tente directement sur le béton qui garde la chaleur la nuit. Et si le camping a vite été débordé, c'est parce que, comme pour les éditions précédentes, le festival a reçu bien plus de public que prévu. Il y a bien eu quelques personnes qui ont abattu des barrières pour rentrer sans payer, mais la majorité de l'excédent de fréquentation ne s'explique pas par ça, mais par quelque chose de beaucoup plus assumé et vicieux. Comme je vous ai dit, les organisateurs de Woodstock 99 étaient vraiment déterminés à maximiser les bénéfices, quitte à être dans l'illégalité. Ils ont bel et bien vendu 186 000 tickets de manière légale, déclarée, mais à partir de 186 000, ils ont arrêté de déclarer, et ce pour éviter d'avoir à payer une taxe de 5 $ par ticket au-delà des 200 000 vendus. Et au final, si on prend en compte tous les tickets vendus illégalement, sans les déclarer, ça porte le nombre de visiteurs total à 400 000. Et de manière générale, la course au profit a touché absolument tout ce qui concernait la sécurité et le confort des festivaliers. Tout était géré par des intervenants extérieurs à bas prix qui souvent étaient en sous-nombre et peu compétents. Et ça pose vraiment problème quand il s'agit de la santé ou de la sécurité. L'hygiène est un problème majeur dès le premier jour. Les toilettes et douches trop peu nombreuses finissent cassées, débordant dans tous les sens et inutilisables, ce qui incite les jeunes à uriner et à déféquer n'importe où. Les poubelles non plus ne sont pas assez nombreuses, elles débordent vite, les employés censés les vider ne le font pas. Du coup, le site est rapidement jonché d'ordures et envahi par une odeur pestilentielle. Et il y a certains groupes comme Kid Rock ou Wyclef Jean qui n'ont pas arrangé les choses en incitant le public à balancer tout ce qu'ils avaient sous la main, donc des déchets, leurs bouteilles en plastique, les couverts, des sacs en plastique. Et dès le premier jour, le bitume devant les scènes est complètement jonché d'une mer de bouteilles en plastique et de détritus. Et toujours dans l'idée de faire un maximum de profit, de toute façon ça va être ça à chaque fois, les festivaliers n'avaient pas l'autorisation d'entrer sur le site avec leur propre nourriture et même pas avec leur propre eau. Et là on est vraiment bien loin de l'édition originale où les gens étaient incités à amener leur nourriture, à cuisiner sur place, en communion les uns avec les autres, à partager en toute convivialité et tout. Là, en 99, c'est pas ce délire-là, vous l'aurez bien compris. Les festivaliers étaient obligés de se fournir en eau et en nourriture uniquement sur les stands présents dans le festival, qui étaient alimentés par un fournisseur unique, donc sans concurrence, ce qui leur permettait de pratiquer des prix qui augmentaient de manière exponentielle. À titre d'exemple, une bouteille d'eau aux États-Unis en 99, ça coûtait 60 centimes. Le premier jour du festival, la bouteille était à 4 $ et le dernier jour, elle était à 12 $. Il y avait bien une alternative pour se désaltérer sans se ruiner, les fontaines gratuites. Mais comme tout le reste, elles sont présentes en trop petit nombre, ça fait des files d'attente immenses pour pouvoir boire, et les jeunes, ça finit par les énerver, ils sont excédés, et ils finissent par casser les fontaines pour créer d'énormes geysers bien rafraîchissants. En plus de gaspiller l'eau, ça engendre de grosses mares de boue où les jeunes s'amusent à se baigner sans savoir que l'eau est polluée. Il y a des métaux lourds qui datent de l'époque où le site était une base militaire, mais il y a aussi leurs propres excréments qui viennent des toilettes cassées qui débordent. Et tout ça se mélange. Et eux, ils se baignent là-dedans et on a plein d'images de jeunes couverts de cacabou. Woodstock 99, c'était le délire. Dit comme ça, c'est rigolo, mais en fait, il y a des conséquences pour la santé qui peuvent être graves. Parce que les toilettes qui débordent, ça contamine pas seulement les mares de boue, ça contamine carrément l'eau des fontaines que les jeunes boivent. Et il y aura de nombreux cas de contamination à des bactéries telles que E. coli de signaler. La chaleur, amplifiée par le béton, l'impossibilité de se rafraîchir même la nuit et la difficulté à se désaltérer
entraîne des centaines de cas d'insolation et de déshydratation qui ne peuvent pas toujours être pris en charge en raison du sous-effectif des équipes médicales. Dès le premier jour, les festivaliers sont pour la plupart assoiffés, affamés, fatigués et globalement énervés par la mauvaise organisation, mais toujours déterminés à profiter du festival pour lequel ils ont quand même déboursé $150, ce qui pour l'époque est beaucoup. Malheureusement, les jours passant, les choses ne font que s'empirer, escaladant toujours un cran dans la violence et dans la destruction. L'agressivité de certains festivaliers s'est faite ressentir dès le premier jour, le vendredi 23 juillet 1999. Et ce, de manière bien particulière, qui met en lumière une des nombreuses très grosses différences entre l'édition de 69 et celle de 99. Parce que là où la nudité assumée de certains festivaliers ne posait pas de problème en 69, c'était plutôt vu comme une manière d'exprimer sa liberté, sa communion avec la nature, en 99, il en est tout autre chose. La nudité des hommes, comme toujours, n'est pas un sujet, ça pose pas de problème, mais celle des femmes, par contre, va être prétexte à de très nombreuses agressions sexuelles. 5 viols seront signalés en tout sur les 3 jours de festival, mais il est évident qu'ils ont été bien plus nombreux, surtout si l'on compte aussi les atteintes à la pudeur et agressions sexuelles en tout genre. Il y en a eu littéralement des centaines. Les artistes eux-mêmes remarquent parfois des agressions qui ont lieu dans la fosse pendant qu'ils se produisent. Comme le chanteur de The Offspring qui interrompt carrément le set pour interpeller des hommes qui profitaient d'être en train de porter des slameuses pour les tripoter. D'autres artistes comme Jamiroquai ou Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, interviennent de la même manière pour tenter de protéger des femmes victimes d'agressions sexuelles sous leurs yeux dans la fosse. Et sans toujours aller jusqu'au crime ou au délit, il y a quand même une ambiance misogyne qui se fait ressentir dès les premiers concerts. Une partie du public réclame par exemple à Sheryl Crow qu'elle montre ses seins. Show my tits. You'd have to pay way more than you paid to get in to see my tits. Exactement la même mésaventure arrive à la présentatrice qui monte sur scène pour annoncer l'arrivée de DMX. Et globalement, ça arrive à chaque fois qu'une femme a le malheur de monter sur scène. Et autre sujet, mais c'est intéressant aussi, pendant le concert de DMX, justement, le public scande le N-word. Pour leur défense, ça fait partie des paroles d'une des chansons. Mais voilà, il y a un mini bad buzz qui en découle et certains médias estiment que, vu que le public est majoritairement blanc, il aurait pu s'abstenir. Durant le concert de Insane Clown Posse, un groupe de rap metal style horrorcore connu pour avoir une fanbase très dévouée, les Juggalos et les Juggalettes, il y a la tension qui va commencer à monter un peu dans le public. Parce que le groupe décide de protester contre les prix exorbitants de l'eau et de la nourriture en balançant dans le public des billets de $100 attachés à des ballons, ce qui provoque des bagarres entre les membres de l'audience qui cherchent à récupérer l'argent. Mais c'est le show de Korn, le plus gros groupe de néo-metal de l'époque, qui marque le point d'orgue de l'agressivité du public en ce premier jour. En fait, je sais pas si on peut vraiment parler d'agressivité, mais un petit côté hors de contrôle et vraiment très passionné, à tel point qu'à tout moment, il peut se passer n'importe quoi. C'est plutôt ça. Et en soi, s'il n'y a pas de débordement, c'est plutôt une bonne chose. Et d'un point de vue extérieur, c'est magnifique à regarder. Parce que ce concert, il est devenu complètement légendaire en raison de la vague humaine impressionnante pendant l'intro du premier morceau, Blind. Mais ce qui se voit pas quand on regarde aujourd'hui le concert sur YouTube, en regrettant de ne pas y avoir assisté, et là je parle de moi, c'est que l'ambiance était quand même un peu toxique et violente. En raison des mauvaises conditions de vie sur le festival, les jeunes étaient lessivés déjà par ce premier jour et la colère commençait à monter. Et ils ont profité de la noirceur et de l'agressivité de la musique du groupe pour tout évacuer, non sans créer des débordements. Bagarres, agressions physiques et sexuelles, et même un viol collectif dans la fosse ont été signalés.
Gavin Rossdale, le chanteur de Bush, était très hésitant à monter sur scène après Korn, tellement le public était survolté, il avait peur, il voulait pas y aller. Il avait bien conscience que sa musique était quand même beaucoup plus douce et il avait peur de subir les foudres du public. Bon, finalement, tout s'est bien passé pour Bush, a priori, ils avaient tout donné sur Korn, donc ils étaient à moitié endormis. Mais cette anecdote met en lumière un autre problème de Woodstock 99, qui concerne le line-up en lui-même. Parce que toujours dans une logique de profit, les organisateurs se sont contentés de programmer les plus gros groupes du moment, quels qu'ils soient, ceux qui étaient susceptibles de leur ramener le plus d'argent. Y compris les poids lourds du néo-metal donc, qui était un sous-genre qui à l'époque était en pleine expansion, devenait vraiment énorme, carrément mainstream, et pour preuve, les clips des groupes les plus connus du néo-metal, comme Korn, Slipknot, Limp Bizkit, passait continuellement sur MTV. C'était en heavy rotation, en boucle, toute la journée. Et d'ailleurs, anecdote, MTV était censé couvrir l'événement, ils étaient partenaires, mais ils ont eu toutes les peines du monde à le faire, parce qu'il y a pas mal de festivaliers qui avaient pris en grippe les journalistes de MTV et ils les attaquaient dès qu'ils les croisaient. Et ce que je vous expliquais, c'est que ces groupes de néo-metal se sont retrouvés sur l'affiche sans que les organisateurs se renseignent vraiment sur eux et prennent conscience que là, on était quand même assez loin de l'état d'esprit du Woodstock original de 69. On était très loin du Peace and Love et ils ont complètement sous-estimé la brutalité et la ferveur que ça allait pouvoir entraîner dans la fosse. Et attention, là, je blâme pas du tout les groupes en eux-mêmes. Eux, ils sont là pour mettre l'ambiance. Et si le public est survolté, c'est qu'ils ont rempli leur contrat. Il n'y a pas de problème. Ce que je dis, c'est que en plaçant ces groupes-là au milieu d'une affiche plus généraliste, on va se faire confronter des publics qui sont pas forcément compatibles. Et un concert d'Alanis Morissette, ça s'organise pas de la même manière d'un point de vue de sécurité qu'un concert de Korn. Et vu que les équipes de sécurité étaient, comme tout le reste, en sous-nombre, forcément, ça a pu entraîner des problèmes. Donc encore une fois, si les organisateurs avaient moins été aveuglés par la course au profit, ils auraient peut-être pris des décisions un petit peu plus intelligentes où ils n'auraient pas ignoré certains problèmes juste pour se faire de l'argent. Parce que les problèmes de sécurité rencontrés pendant le concert de Korn le vendredi soir, vous pouvez faire du x10 dessus pendant le concert de Limp Bizkit le lendemain. Quand le jour se lève sur le festival le samedi matin, après une première nuit passée sur place, le spectacle est absolument affligeant. Il y a des jeunes ivres ou défoncés qui dorment un peu partout, à même le sol, entre les ordures qui n'ont pas été ramassées, les toilettes qui débordent, les fontaines cassées qui ont créé des mares de boue insalubres. L'odeur est pestilentielle et de nombreux festivaliers souffrent déjà d'insolation et de déshydratation. Et la journée de samedi s'annonce encore plus chaude que celle du vendredi. Le moral des festivaliers, lui, vire à l'orage et le groupe de folk rock The Tragically Hip, qui fait l'ouverture ce jour-là, en fait les frais. Il se fait arroser de bouteilles et huer copieusement par des fans de Kid Rock en pleine gueule de bois qui trouvaient la performance un peu trop longue et avaient hâte de voir leur artiste préféré censé jouer juste après. Et ça arrivera quasiment à chaque fois lorsque des groupes un peu calmes jouent avant des groupes un peu plus énervés. Et Alanis Morissette vit une expérience similaire avec les fans de Limp Bizkit, le porte-étendard du rap metal, une des têtes d'affiche les plus attendues du festival. Comme pour Korn, les organisateurs ne se sont pas bien renseignés sur le groupe avant de le programmer et la sécurité en sous-nombre n'avait pas la moindre chance de pouvoir contenir la ferveur et l'agressivité des fans de Limp Bizkit qui allaient profiter du concert de leur groupe préféré pour évacuer toute leur frustration due aux conditions de vie difficiles sur le site du festival. En résultera un concert devenu absolument mythique pour les bonnes raisons et pour de bien plus mauvaises, associant pour toujours le nom de Limp Bizkit à la débâcle de Woodstock 99. Dès les premiers morceaux, comme pour Korn, le public est absolument survolté et les mosh pits ultra violents. Mais Limp Bizkit, c'est pas Korn, Ils sont pas là pour hurler de la prose sombre et torturée. Eux, leur truc, c'est plus le fun, l'action, la provoque. Alors quand des membres de l'équipe du festival demandent au chanteur Fred Durst d'appeler le public à se calmer, il va pas vraiment coopérer. To mellow out a little bit. They say too many people are getting hurt. Don't let nobody get hurt. But I don't think you should mellow out. Mellowing out, that's what a lot of
Et dès le début du concert, des festivaliers ont commencé à détruire des structures environnantes présentes dans la fosse, genre d'espèces de tourelles en bois avec des lumières ou des machines de son, etc. Et ils en extraient des planches en bois sur lesquelles ils surfent sur le public. Les actes de vandalisme atteignent leur apogée lors du morceau Break Stuff. C'est un des plus gros tubes de Limp Bizkit et ça veut dire littéralement casser des trucs. Ça va être pris comme un appel à l'action. Lors du break, Fred Durst harangue le public, les incitant à faire sortir toute leur énergie négative. Et le message est bien reçu parce que le moshing déjà violent se transforme carrément en bagarre. Quant à la destruction matérielle, elle atteint son paroxysme. Les techniciens terrifiés quittent les lieux, ils abandonnent carrément leur poste. Donc là, il y a plus personne pour essayer de contrôler quoi que ce soit. Avant de déguerpir, ils ont même placardé une affiche avec inscrit The Alamo. C'est une référence à Fort Alamo, un bâtiment texan assiégé par les troupes mexicaines en 1800. Les mecs se sentaient vraiment assiégés par les fans de Limp Bizkit. Il décide alors de joindre l'acte à la parole en descendant dans la fosse pour lui-même surfer sur une des planches de bois malgré les supplications des membres de l'équipe qui tentent de le convaincre de ne pas le faire. Oh, mais il va le faire, il va même chanter l'intégralité du dernier morceau, Face, une reprise de George Michael perché sur sa planche. Une fois le show terminé, le constat est brutal. Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs tours techniques ont été détruites et le bilan humain n'est pas meilleur. Il y a eu des centaines de blessés. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont sortis de là indemnes. Et il y a même du sang en grande quantité sur le sol devant la scène. Et pire encore, il y a des témoins qui rapportent qu'une femme qui était en train de slammer a été tirée au sol de force par les hommes qui la portaient avant de l'agresser sexuellement. Évidemment, le groupe et en particulier le chanteur Fred Durst ont été pointés du doigt, ont été accusés d'avoir mis de l'huile sur le feu et ils sont montrés par les organisateurs surtout comme les responsables des destructions matérielles engendrées pendant leur show. Mais après le concert, le chanteur Fred Durst va expliquer qu'il se rendait pas vraiment compte de ce qui était en train de se passer, que pour lui c'était juste un concert spécialement réussi avec une très grande ferveur de la part des fans, qu'il n'a pas remarqué spécialement de blessés et que lui, il a juste voulu communier avec son public et montrer qu'il s'amusait aussi en montant sur sa planche. Dans un premier temps, les observateurs extérieurs vont un petit peu dans le sens des organisateurs et ils ont tendance à blâmer Limp Bizkit, mais au fur et à mesure, ils prennent conscience du détail des conditions d'organisation de l'événement et ils réalisent que les conditions de vie imposées au public pendant le festival sont bien plus à blâmer que le groupe en lui-même. Il y avait encore 2 groupes qui jouaient après Limp Bizkit, dont Rage Against the Machine, et quand on connaît la nature agressive et revendicative des paroles, on peut s'attendre au pire. Mais non, a priori, les gens avaient déjà tout donné sur Limp Bizkit et RATM a su délivrer une performance intense tout en gardant une énergie positive. Même chose pour Metallica qui joue juste après et ne déplore aucun incident. Moi, ma théorie, c'est qu'en effet, le public était lessivé, avait déjà tout donné sur Limp Bizkit, mais pas seulement. Je me suis dit que les éléments les plus perturbateurs, à cette heure tardive, soit ils étaient déjà endormis dans un coin en train de cuver leur alcool, soit ils étaient à l'hôpital. Donc, ils étaient plus là, il restait plus que des gens à peu près civilisés. Mais a priori, il restait quand même quelques agitateurs, puisqu'il y a eu un accident assez grave pendant la fête post-concert, pendant le set de Fatboy Slim ce soir-là. Il y a un festivalier sous l'emprise de drogue qui a volé une camionnette de maintenance appartenant au festival, qui a traversé le public avec et est allé s'emboutir dans un hangar. Et une rumeur veut que dans le véhicule, il y avait une jeune fille mineure qui avait été victime d'agressions sexuelles. Le set de Fatboy Slim est alors immédiatement interrompu et les musiciens sont évacués d'urgence hors du festival. Au matin du dimanche, le dernier jour du festival, un grand nombre de festivaliers baissent les bras devant les conditions de vie insoutenables et l'ambiance de plus en plus chaotique et décident de partir avant même la fin des concerts. Mais ceux qui restent sont déterminés à évacuer leur colère par tous les moyens.
Bagarres et destructions en tout genre ont lieu à chaque concert. Beaucoup de groupes comme Jewel, Seven Dust et Godsmack reçoivent des déchets sur scène et doivent se faire exfiltrer par la sécurité afin de quitter les lieux directement après le concert. C'est durant les derniers concerts du dimanche, ceux de Megadeth et Red Hot Chili Peppers, que la violence et le chaos atteignent leur apogée. Ces derniers, surtout Red Hot Chili Peppers, étaient très attendus et beaucoup de festivaliers ont enduré péniblement cette dernière journée juste pour les voir. Le concert des Red Hot commence plutôt bien, rappelant même un petit peu l'ambiance libertaire de 69. Il y a un nombre record de gens nus dans la fosse et sur scène aussi. Parce que Flea, le bassiste, débarque nu avec seulement une chaussette sur son membre intime, comme il avait l'habitude de le faire. Mais l'insouciance ne va pas durer. Durant la journée, des activistes anti-armes ont distribué sur leur stand des bougies aux festivaliers en les incitant à les allumer durant le concert de Red Hot Chili Peppers en mémoire des victimes de la fusillade de Columbine qui avait eu lieu seulement quelques mois avant. À noter que cette démarche n'a absolument pas été approuvée par les autorités ou par les pompiers, mais qu'elle a été validée par les organisateurs du Woodstock 99, qui aimaient bien l'idée comme ça d'une marée de bougies un peu pacifiste, un petit peu en mode Woodstock 69. Notons quand même l'ironie de faire fouiller à l'entrée d'un festival des gens pour éviter qu'ils aient sur eux des liquides inflammables, pour finalement leur donner des bougies. Et donc, pendant le morceau Under the Bridge, les gens commencent à allumer les bougies, comme prévu, mais pas seulement. Certains les utilisent dans un tout autre but, allumer des feux de camp sauvages alimentés par les planches de bois issues de la destruction des structures du fest. Le maire de la ville où se tient le festival entre alors en contact avec les membres du groupe pendant le concert et les supplie d'appeler le public à se calmer. Lorsque le groupe remonte sur scène pour le rappel, le chanteur Anthony Kiedis prend conscience de l'ampleur de la situation. Mais il constate ne pas pouvoir y faire grand-chose. Et en effet, le public ne va pas se calmer lorsque le groupe revient sur scène pour le rappel, loin de là. Parce qu'il va se produire quelque chose de similaire avec ce qui s'est passé pendant le morceau Break Stuff de Limp Bizkit. Le public va prendre un petit peu au premier degré les paroles d'une chanson et prendre ça comme un appel à l'action. Parce que Red Hot joue alors Fire, qui veut dire feu. C'est une reprise de Jimi Hendrix. Et évidemment, comme Fred Durst, on va accuser Anthony Kiedis d'avoir mis de l'huile sur le feu, on va le confronter et il va expliquer que c'était pas vraiment sa volonté de jouer ce morceau, mais qu'en fait, il l'avait promis à la famille du musicien, de Jimi Hendrix, qui souhaitait qu'il la joue en mémoire du concert que Jimi Hendrix avait donné lors de l'édition originale du festival en 69. Et ce qui devait arriver arriva, les feux se multiplient, atteignant même une tour de son. Les policiers sont appelés, mais ils refusent d'intervenir et d'aller dans la fosse parce que la foule leur semble beaucoup trop dangereuse. Des centaines de festivaliers se réunissent autour de la tour en feu, certains cherchent même à l'escalader et elle finit par s'effondrer dans le chaos le plus total. Un dernier événement va donner aux membres du public les plus énervés une nouvelle occasion de créer des débordements graves. De toute façon, vous aurez compris qu'à ce niveau-là, tout était un prétexte à casser et à faire n'importe quoi. Depuis le début du fest, donc depuis 3 jours, il y a une rumeur qui circulait comme quoi il y aurait un concert surprise pour clôturer l'événement. Des noms très prestigieux circulaient, comme la potentielle venue de Prince, des Rolling Stones, de Guns N' Roses et même de Michael Jackson. Il s'enflammait un peu quand même, c'est le cas de le dire. Mais au lieu de ça, les festivaliers, une fois le concert de Red Hot Chili Peppers terminé, réalisent qu'il s'agit en fait d'un show laser et d'une retransmission vidéo d'un concert de Jimi Hendrix. Et ça, ils en ont strictement rien à foutre. Il y a alors des groupes de plusieurs dizaines de festivaliers absolument enragés qui se forment. Ils attaquent et pilent les stands de nourriture et de merch laissés à l'abandon par les vendeurs effrayés. Ils emportent évidemment les caisses, mais ils ont tout le mal du monde à les ouvrir. Ils attaquent également les distributeurs automatiques de billets et arrivent en tout à dérober 22 000 $. Et c'est comme ça que Woodstock 99 se termine, dans la crasse, les ordures, la boue, des dizaines de feux sauvages,
une tour effondrée, de nombreuses structures dépouillées, des agressions, des vols, de la destruction, le tout sans intervention des pompiers ni de la sécurité. Bon, l'émeute finit quand même par attirer l'attention des autorités et aux alentours de 23h45, entre 500 et 700 policiers de New York ainsi que des dizaines de pompiers débarquent sur le site du festival. Les festivaliers les plus vindicatifs offrent de la résistance et se dispersent même aux quatre coins du festival en continuant de créer du chaos. Les autorités mettront en tout 5 heures pour interpeller tous les émeutiers et mettre fin au chaos, procédant à une quarantaine d'arrestations. Les feux, eux, ne seront totalement éteints que le lendemain matin. Le bilan d'un point de vue de destruction matérielle est absolument catastrophique, mais malheureusement, il l'est aussi d'un point de vue humain. On déplore 3 morts durant Woodstock 99. Alors c'est seulement un de plus que lors de l'édition originale et autant que lors de l'édition de 94. Donc ça peut paraître entre énormes guillemets peu si on prend en compte l'ampleur du chaos qui a régné pendant 3 jours. Mais on est d'accord que c'est déjà beaucoup trop. Il y a eu 2 morts liées à la chaleur et à la déshydratation. Un homme de 44 ans mort sur le camping et un autre de 24 ans durant le concert de Metallica. La dernière victime est une femme de 28 ans, morte après avoir été percutée par un véhicule qui roulait à pleine vitesse sur un des accès qui menait au site. En tout, plus de 5000 urgences médicales ont été signalées durant les 3 jours du festival, beaucoup en lien avec la chaleur ainsi que l'impossibilité des festivaliers de se désaltérer correctement. Des centaines d'agressions sexuelles ont eu lieu sans qu'on ait accès à un nombre exact puisque toutes les victimes n'ont pas forcément porté plainte. Officiellement, on rapporte entre 4 et 5 viols pour lesquels c'est avéré, on a trouvé et la victime et l'accusé et il y a eu des condamnations. Mais c'est beaucoup plus que ça en réalité. De nombreuses plaintes à l'encontre des organisateurs du festival sont déposées, surtout en ce qui concerne l'environnement et les destructions engendrées par la mauvaise organisation du festival. Et le nettoyage du site prendra en tout 3 semaines et coûtera $100 000. La ville de Rome qui a accueilli le festival sera dédommagée à hauteur de $200 000. Et tenez-vous bien, malgré tout ça, les organisateurs sont satisfaits. Ils se félicitent de la réussite de l'événement. Ils ne déplorent que des incidents mineurs et isolés, n'ayant pas entraîné de blessures ou de morts, provoqués, selon eux, parce qu'ils qualifient de beaufs et de brutes épaisses. I saw a very small group of people who were determined to screw this thing up. Things do happen at mass gatherings, and there was a tiny percentage of knuckleheads. Ils font tout pour minimiser leurs responsabilités et rejeter la faute sur les festivaliers ou sur les artistes, comme Fred Durst et Anthony Kiedis, et n'évoquent pas une seconde les défauts majeurs d'organisation. Il y a même un des organisateurs, Michael Lang, qui va tenter d'organiser un Woodstock 50 en 2019 pour les 50 ans de l'événement, mais Dieu merci, il en sera empêché. Woodstock 99 a ce site particulier qu'il est inoubliable pour beaucoup de gens pour des raisons diamétralement opposées. Nombre d'observateurs extérieurs retiennent surtout des concerts d'anthologie, en particulier les fans de néo-metal qui n'ont pas vécu l'événement et le voient aujourd'hui avec nostalgie comme l'apogée ultime de leur sous-genre préféré. Mais pour ceux qui l'ont vécu, il est synonyme de l'enfer, son dernier jour étant même surnommé The Day the Music Died, le jour où la musique est morte, tant la violence et le chaos ont pris le pas sur la musique. J'en ai fini là de vous raconter ce qui s'est passé durant le Woodstock 99. Je sais que c'est un sujet qui a déjà été beaucoup traité sur YouTube, donc j'espère que j'ai apporté ma petite touche et que ce sera intéressant quand même. La vidéo a été très longue à tourner, je suis très fatiguée, donc si je dis des bêtises, que j'inverse des mots, ne m'en voulez pas. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre le pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez s'il vous plaît régler les petites notifications sur toutes, ça permet que vous voyez mes vidéos tout de suite quand je les poste. Et ça, YouTube aime bien, c'est ce qui va le faire se décider ou pas à suggérer mes vidéos à des gens qui ne sont pas encore abonnés. Ça c'est génial parce que en réglant tout bien,
et ben vous me soutenez, vous m'aidez gratuitement. C'est pas mal. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette catastrophe-là de Woodstock 99 et si, comme moi, vous êtes amateur des vidéos de Limp Bizkit et de Korn, des concerts qu'ils ont donnés là-bas. Pour moi, franchement, c'est parmi les meilleurs de ces groupes-là. C'est les lives que je préfère regarder de Korn et Limp Bizkit, c'est systématiquement ceux de Woodstock 99. Évidemment, en faisant un gros effort pour oublier que des gens ont souffert pendant les concerts, etc. Mais voilà, si j'arrive à faire cet effort-là, eh bien, j'apprécie énormément le divertissement. Il y avait quand même une énergie particulière qui a rarement lieu et qui existe moins aujourd'hui, même s'il paraît que Limp Bizkit, ils arrivent encore... Excusez-moi, ça bouge un peu parce qu'il y a cette petite personne-là, ce petit animal. Donc oui, je disais qu'a priori, Limp Bizkit arrive encore à faire rentrer les foules en transe, quoi. Il y a encore une ambiance de malade dans leurs concerts. Et j'ai hâte de voir ça au Hellfest, puisque je les y vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Je tiens à remercier encore une fois Certidil, l'expert français du reconditionnement de smartphones, d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de 15 € de réduction sur votre commande grâce au code que vous trouverez en description ou en cliquant directement sur le lien au même endroit dans la description. Bon, là, c'était la dernière vidéo que je tournais avant ma pause pour le Hellfest, mais aussi pour le Heavy Weekend, puisque j'y vais là ce dimanche. Je vous dirai comment ça s'est passé. De toute façon, je vous donne des nouvelles de tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Ça fera plaisir à mon chat aussi. N'importe quoi. Elle en a rien à foutre, en vrai. C'est juste à moi que ça va faire plaisir. Mais on se retrouve rapidement, puisque je pense vous balancer la vidéo récap Hellfest vraiment très vite après le retour du fest. Donc, fin juin. Et on est déjà début juin. Donc, en vrai, je vais même pas avoir le temps de vous manquer. Et après, je sais pas trop ce qui va passer si je reprends tout de suite mon rythme habituel. Bah, ce qui est sûr, c'est que le rythme habituel, il reprendra de toute façon en septembre. Mais voilà, sur juillet, août, je sais pas trop ce qui va se passer. Il y aura des vidéos, évidemment. Mais à quel rythme, je ne sais pas encore. Voilà. Donc, je vous tiens au courant de toute façon. Et moi, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Vous allez, vous, au Hellfest ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis peut-être à tout à l'heure, dans quelques semaines au Hellfest. Et sinon, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore. Ciao.